Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans les coulisses. On va voir une photo que j'ai prise en juin 2017, qui est une photo que j'ai retrouvée, qui était passée inaperçue dans mon dérochage d'origine, c'est-à-dire que malheureusement j'étais passé à côté et donc en gros je la développe genre 1 an et demi après, donc ça peut paraître assez étonnant. Donc comme d'habitude dans cette série je vais vous dire un peu comment, je vais vous donner des éléments de contexte pour comprendre comment le shoot s'est passé. On va faire un petit tour évidemment dans Photoshop pour voir la retouche, puisque cette photo elle n'est pas énormément retouchée, mais elle est quand même retouchée, puisque vous allez voir que les conditions encore une fois étaient pas forcément faciles. Je crois que la dernière fois on a vu une image avec Solveig pour Ampara, on a vu une image avec Emily, c'était des conditions de studio où on pouvait maîtriser la lumière, même s'il y avait eu des imprévus dans le cas de Solveig par exemple, puisque les flashs marchaient pas. Donc là vraiment c'est un shoot où c'est pas les conditions optimales du tout du tout. Je vais vous la faire assez courte, je vais vous montrer le lieu d'abord en fait. Donc ça a été pris à Berlin et donc ça a été pris dans un bar qui nous a laissé shooter. Alors j'ai pas trouvé beaucoup de photos de l'endroit où on était, du bar lui-même. En fait, il faut savoir qu'à Berlin, il y a souvent dans les bars un espace fumeur et non fumeur. Ça va peut-être vous choquer si vous regardez ça depuis la France, mais il y a encore beaucoup d'endroits à Berlin où on peut fumer à l'intérieur et où du coup il n'y a pas le choix. Donc ce qui est pour moi qui est pas fumeur quand même assez difficile à vivre. Et vous avez des endroits où il y a au moins une séparation, mais du coup, si vous sortez avec des gens qui sont fumeurs et que du coup ils vont dans le fumoir, en tout cas dans la pièce qui est fumeur, c'est encore pire, puisque du coup il n'y a que des gens qui fument. Et donc c'est en gros insupportable. Donc là, par exemple, ce qui était important, c'était d'avoir la vitre. Vous avez ici une partie de la pièce. Alors je vais vous montrer dans Photoshop, voilà. Ça c'est une photo que j'ai trouvée sur un site que j'ai rééclairé vite fait. Je suis désolé, la qualité est pourrie, j'ai juste... voilà, l'image est toute petite, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc la photo que vous voyez ici, donc qui est le résultat final, ça a été pris en fait pile à cet endroit ici, à côté de la fenêtre. Le but était d'avoir un éclairage à la fenêtre. Vous savez qu'à la fenêtre, ça fait l'équivalent d'une boîte à lumière. Ça fait une lumière assez douce. C'est plutôt facile de shooter dans ces conditions. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'encombrement en fait de cette pièce. C'était assez délicat. Il y avait quand même du monde. Cette photo, c'est pas le jour J, évidemment, c'est une autre photo. J'y suis allé avant l'heure de pointe, c'est-à-dire avant que les gens sortent du travail. Et donc on avait un peu de place, c'était pas complètement bondé, mais il y avait des gens qui passaient, qui circulaient, évidemment on n'avait pas réservé tout le bar pour nous, c'était pas possible. Et là vous avez une photo qui vous montre voilà, un peu plus la lumière que ça peut donner, voilà, avec une journée un peu blafarde, puisque c'était à Berlin, il faisait pas forcément très beau, y compris au mois de juin. Mais ça fait quand même voilà, une sorte de grosse boîte à lumière, ce qui fait que sans éclairage additionnel, ça permet d'avoir quelque chose d'assez diffus, d'assez sympa. Et je vais vous montrer quand même le fichier brut. Donc en fait, ici, si on regarde, c'est le type de lumière que l'on a. C'est une image qui a été un tout petit peu rééclairée dans Camera Raw avant que je l'amène ici dans Photoshop. J'ai fait une petite séparation de fréquence et un petit peu de retouche sur la peau, mais il n'y a pas vraiment grand chose à dire il n'y a rien d'exceptionnel en tout cas sur son visage. Elle a évidemment un regard qui raconte déjà une histoire, elle a déjà la lumière qui est positionnée avec la vitre. Donc en gros, le plus gros effet de base dans la photo, c'est pas non plus ce type de photo où vous avez une sorte de gros travail de retouche à faire puisque rien ne s'est passé comme prévu. Ce qui s'est pas passé comme prévu, j'ai envie de dire, c'est que c'était un jour où j'avais la grippe en fait. Et alors au moment où je faisais la photo, j'étais vraiment complètement mort. C'était en fin d'après-midi, ça avait commencé le matin, c'est un shoot qu'on avait déjà repoussé. Et donc je me suis dit bon, je peux pas annuler encore une fois, elle va finir par me finir par me faire la tranche quand même. Et donc je me suis dit bon ben j'y vais quoi, je le fais, mais je me sentais vraiment pas bien. C'était genre l'état grippal au moment où ça arrive, où ça vous tombe dessus, c'est-à-dire en gros fébrile, courbature, un mal de tranche pas possible. Vous avez qu'une envie, c'est vous enrouler dans votre lit quoi. Et bon bah c'était pas possible, donc 18h, 19h, on se retrouve, il reste encore un peu de lumière, on a 1 heure pour shooter avant que le soleil disparaisse, enfin en tout cas le peu qu'il y en avait, et que moi je finisse par vraiment m'écrouler, voilà. C'était aussi, c'était pas le premier contact, mais c'était la deuxième fois qu'on se voyait, et donc voilà, on n'était pas non plus extrêmement à l'aise.
Elle, par contre, avait déjà fait des shoots. Donc ça pouvait aller, mais je veux dire, voilà, c'était pas quelqu'un avec qui j'avais l'habitude de travailler, c'était pas Amy par exemple, euh, c'était pas des conditions on va dire, de feeling humainement qui étaient, enfin, il veut dire, il n'y a pas de problème, on s'entend bien, ça roulait, on était content de le faire, mais je veux dire, voilà, on n'était pas extrêmement à l'aise pour plein de raisons différentes en l'occurrence. Mais bon, du coup, il y a cette photo qui est ressortie, et quand je l'ai dérochée, j'y ai pas vraiment fait attention, et puis là, c'est récemment en rangeant mes archives que je suis retombé sur cette photo, et que je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est dommage, elle est bien parce qu'il y a une profondeur avec la lampe floue derrière, et il y a un regard, évidemment. La composition aurait peut-être mérité d'être un peu différente, mais comme je vous l'ai déjà dit dans ces vidéos, c'est toujours difficile enfin, toujours difficile. C'est toujours plutôt facile de refaire le match et de refaire la photo après coup sans savoir quelles sont les contraintes. Or ici, on se rend compte que, donc voilà, j'étais assis là, elle était assise ici, et donc derrière, il y a tout un tas de bordel, et y compris des gens. Donc moi, ici, ce qui me chagrine un peu, c'est que la lampe est bord cadre, qu'il y a cette coupure du mur ici qui la coupe un peu, donc ça fait un peu des surcadrages. Les surcadrages, ça peut être bien, mais là, en l'occurrence, ça divise un peu la photo d'une manière un peu bizarre, donc c'est pas le cadrage que je préfère, mais en même temps, si j'avais tourné un petit peu ma caméra vers la gauche, mon appareil vers la gauche, j'aurais vu des bouts de personnes, des bouts de trucs qui, voilà. Donc quand vous voyez une photo finie, vous pouvez dire, ah ben là, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Oui, mais enfin, bon, il faut connaître le lieu, et en l'occurrence, ici, j'étais vraiment dans une sorte de boîte à chaussures où il y avait ça à cadrer, c'était le moins mauvais scénario. Je vais peut-être sonner pessimiste en disant ça, en parlant de moins mauvais, mais les conditions étaient quand même ce qu'elles étaient, donc bah, voilà, il y a du bordel tout autour, donc je ne pouvais pas vraiment faire mieux que ça. Selon moi, peut-être que quelqu'un aurait eu un coup d'œil meilleur que le mien, évidemment, mais franchement, cette journée-là, c'est vraiment le meilleur truc que j'ai pu trouver. Donc après, bon voilà, au niveau de la pose et tout, au niveau de l'attitude, c'était pas hyper facile de la diriger, mais elle a eu une attitude assez naturelle à regarder à travers la fenêtre, et voilà, il s'est passé quelque chose et j'ai déclenché. Et je trouve que le regard est sympa. Et du coup, cette image en couleur, elle fonctionne, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire du noir et blanc. Et donc du coup, en fait, quand j'ai ramené l'image dans Photoshop, la première chose que j'ai faite, c'est d'altérer l'image en couleur pour pouvoir faire mon noir et blanc avec une correspondance de couleurs et avec un leak, c'est-à-dire une image, une texture par-dessus. Donc en couleur, du coup, ça donne ça. Et vous allez me dire, bon, bah, ça donne un truc, c'est pas génial. Donc en fait, il faut savoir que quand vous faites du noir et blanc dans Photoshop, enfin, j'imagine que vous le savez, surtout si vous suivez mes tutos, mais voilà, vous prenez ce qu'il y a de la couleur et vous le transformez en autre chose. Ce qui veut dire que le but du jeu, c'est peut-être des fois aussi de manipuler la couleur pour pouvoir sculpter son noir et blanc derrière. Donc en gros, j'ai faussé la couleur pour pouvoir avoir le noir et blanc que je voulais, et c'est pour ça que vous avez ce rendu au final. Ça donne un léger côté rétro, il n'est pas sépia pour autant, hein, c'est un vrai noir et blanc 100%, c'est-à-dire qu'il n'est pas teinté de couleur. Mais voilà, ça me permet en fait de resculpter mon noir et blanc comme je l'entends. Évidemment, il y a un petit vignettage, comment on dit, je vais y arriver, ah oui, un petit sharpen par-dessus, voilà, un passe haut qui est un peu violent, mais qui est un passe haut pour la taille 100%, c'est-à-dire que du coup, je prévois le fait que je vais la redimensionner, et vous savez qu'avec la réinterpolation des pixels, forcément votre netteté va en prendre un coup, donc en gros, j'exagère la netteté en amont pour pouvoir retomber sur mes pattes plus tard. L'autre version en général, enfin, de la méthode que je vous donne moi plutôt, c'est de vous dire travaillez l'image à la taille réelle d'exportation et faites votre passe haut ou votre netteté optimisée ou ce que vous voulez pour accentuer la netteté à la taille donnée. C'est aussi en général la meilleure méthode de travailler spécifiquement pour une taille et non pas de juste voilà, prendre une taille 100% d'origine. Du coup là ça donne quand même une image avec le 6D qui est quand même assez grande, voilà, 4822 par 3279. Quand on zoome à 100%, vous voyez que là c'est très 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 net, c'est trop net, mais quand je vais la redimensionner à 1500 pixels de large, on va se retrouver, ou quand elle va passer sur Instagram, puisqu'en l'occurrence je l'ai posté sur Instagram, elle va se retrouver avec juste ce qu'il faut de netteté. Donc il faut, voilà, à vous de choisir quelle méthode vous faites. La méthode la plus propre, académique, on va dire, c'est quand même plutôt de choisir une taille d'export et uniquement à ce moment-là de choisir une petite accentuation de netteté. Mais bon, il y a des règles, il faut aussi savoir des fois passer outre. Et évidemment, il y a un petit vignettage quand même sur l'image finale, c'est-à-dire que c'est un éclairage à la fenêtre, et donc ça se prête bien à créer de la profondeur. Vous avez une lampe derrière, donc ça crée un point de lumière, et en plus il est flou, et s'il est trop présent en bord cadre, ça va attirer l'œil. Donc le mieux c'est que j'ai fait un vignettage asymétrique, c'est-à-dire que la vignette en bas à gauche est plus forte qu'en haut à droite, puisque en haut à droite c'est là où va le regard. Donc évidemment, il était plus opportun de ne pas boucher le regard, mais plutôt boucher la lampe.
Mais elle est toujours là, la lampe, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est derrière, elle est floue, et donc ça crée une profondeur dans l'image, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur un truc qui est plat juste derrière elle, il y a quelque chose derrière à regarder qui est flou et qui crée de la distance. Et c'est ça qui peut être bien quand vous faites des vignettes comme ça qui sont pas symétriques, c'est que bah, ça vous permet de créer de la profondeur et de vraiment accentuer le regard. Donc là, si vous regardez bien, si je vous affiche la vignette avec Alt et que je vous mets, hop, on va mettre, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un calque blanc dessous, juste pour que vous voyez la vignette telle qu'elle est vraiment. Voilà, vous voyez qu'elle n'est elle est pas du tout symétrique en fait, il y a vraiment des bords qui sont plus foncés que d'autres. Donc il ne faut pas hésiter à faire ça, je vois beaucoup de personnes qui font des vignettes et qui ne pensent pas forcément à décaler légèrement. Si vous regardez mon calque de vignette, si je fais un CTRL-T dessus, regardez, voilà, il est en fait beaucoup plus grand et vous voyez que je peux vraiment replacer ma vignette selon les angles et ça c'est assez intéressant en fait, ça permet de vraiment donner une indication de lumière un petit peu plus. Ça donne de l'attrait à la photo. Voilà, déjà que l'image est très centrée, comme je vous le dis, le cadrage est c'est assez rigide. J'aurais aimé pouvoir faire un truc un peu plus décalé, mais bon, comme j'avais des trucs sur les côtés, c'était pas génial. Alors il y a un truc dont on ne parle pas, enfin, en tout cas j'en ai pas encore parlé, mais dans cette image, peut-être que il aurait pu être possible de décaler légèrement sur le côté, quitte à couper peut-être un petit peu la lampe, mais voilà, pour éviter que ce soit trop centré et que ce soit trop symétrique et peut-être trop rigide. J'aurais pu créer de la matière et je l'ai un peu fait en fait. Je sais pas si je pourrais pas vous le montrer, mais là j'ai mon objet dynamique de séparation de fréquences. Je l'ai un peu fait, je m'en souviens, mais je vais vous le dire quand même. Voilà. Donc sur le côté ici, il y avait un rideau, il y avait un bord de trucs qui traînaient quoi. Donc ça me permet en fait de recréer du fond avec du tampon. J'aurais peut-être pu le faire encore plus pour pousser de la matière. Quitte aussi à utiliser échelle basée sur le contenu, pourquoi pas. Vous remarquez qu'il y a un objet dynamique avec une fluidité. En fait, avec la focale que j'ai utilisée et l'angle qui est quand même, vous voyez, légèrement en contre-plongée, ça a eu tendance à lui faire grossir un tout petit peu la mâchoire. Et ça rend pas vraiment justice en fait à la vision que vous avez de la personne. Donc j'en parle déjà dans d'autres vidéos, mais la fluidité, comme je vous l'ai déjà dit, ne changez pas radicalement l'apparence d'une personne. Comme je vous l'ai dit, ne prenez pas des gens grands pour en faire des petits pour en faire des grands, et ne changez pas les formes de visage radicalement. Mais quand une focale casse quelque chose ou exacerbe quelque chose qui n'est pas un trait que vous remarquez chez la personne, c'est bien d'utiliser fluidité. Donc ici, j'ai utilisé fluidité pour légèrement pour pincer la mâchoire, parce que l'angle fait que bah, si je me mets en dessous de la mâchoire, forcément, on va voir l'angle de la mâchoire et c'est ça qui va ressortir. Et ça peut être gênant par rapport à la lecture du visage, parce que en vrai, ce que l'on voyait, en tout cas ce que je voyais moi, c'était pas ça. Donc le but du jeu, c'est pas d'altérer le physique de la personne, c'est que sur une photo qui est un instant figé, avec des défauts optiques, ou en tout cas pas des défauts, mais des traits, des spécificités optiques, et ben on rende vraiment le visage tel qu'on l'a vu au moment de la prise de vue. Vous pouvez aussi complètement manipuler les choses, hein. Vous savez que la retouche, il y a des travers, vous pouvez aussi volontairement faire quelque chose d'exagéré, mais j'ai tendance à dire que là, sur ce type de visage, et avec ce type d'optique, ça faisait sortir quelque chose qui n'était pas ce que je remarque chez le modèle de prime abord. Donc moi, personnellement, ça me gêne. Donc je l'ai corrigé avec de la fluidité. Par contre, voilà, je ne lui ai pas changé, je lui ai pas changé ses yeux, je ne lui ai pas changé sa bouche, je ne l'ai pas changé... Enfin, c'est elle, quoi. C'est la personne que vous avez là en photo, c'est elle, mais puisque c'est un instant figé, et que l'optique a tendance à montrer des choses qu'on ne voit pas forcément dans la vraie vie, entre guillemets, c'est un peu idiot de dire ça, mais bah voilà, je trouve que la fluidité, c'est un bon outil pour ça. Essayez de retranscrire ce que vous voulez véhiculer de votre modèle, mais par contre, ne changez pas l'apparence de vos modèles à coup de fluidité. On a bien vu, évidemment, dans bon nombre de photos, les travers de l'industrie de la mode, à affiner des mannequins, à grossir les seins, à faire tout ce genre de trucs. Vous avez le droit, hein, au final, vous faites ce que vous voulez avec vos photos, mais personnellement, quand c'est des retouches qui sont vraiment trop structurelles et que vous changez vraiment complètement l'apparence d'un mannequin, j'estime qu'il y a un problème. Vous avez le droit de caster des grands, des petits, des gros, des petits seins, des gros seins, des courbes, pas des courbes, etc., etc. C'est pas le problème. Mais par contre, ne prenez pas quelque chose pour le transformer en autre chose. Je trouve ça assez idiot. Toutes les beautés toutes les beautés se valent. Il n'y en a pas une supérieure à l'autre. Mais travaillez avec des gens qui vous attirent pour ce qu'ils représentent en photographie, pas pour les changer complètement derrière. Je trouve qu'il y a un côté assez peu sincère à faire ça. Mais bon, ce n'est que mon avis, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà pourquoi il y a une fluidité sur cet objet dynamique. Donc en général, ce que je fais, c'est que je fais une séparation de fréquences. Vous remarquez que sur la peau, il y a toujours des défauts, c'est-à-dire que j'ai laissé transparaître encore, vous voyez, des traits sur la peau, donc j'ai pas tout lissé non plus.
Et une fois que cet objet dynamique a été assemblé, c'est-à-dire que la séparation de fréquences est faite, et bien dessus je change, je corrige les trucs optiques qui font que, comme je vous l'ai dit, voilà, on a une apparence du mannequin qui peut être tordu à cause d'un angle un petit peu trop prononcé ou d'une focale qui peut avoir, qui peut donner des traits qui ne sont pas ceux que je voulais. Ensuite seulement je vais donner des calques de réglage pour voilà, ajuster ma lumière, permettre de sculpter mon noir et blanc. Et tout en haut seulement, ce que je fais, c'est un passe haut pour la netteté et une vignette. Voilà, faites attention de ne pas balancer le passe haut avec la vignette prise dedans, parce que sinon ça va créer ça peut faire du banding, ça peut créer de la texture. Donc vous faites votre passe haut et en dernier seulement, enfin vous accentuez votre netteté et en dernier seulement vous faites la vignette, parce que la vignette, ça doit rester quelque chose de très soft, de très doux. Vous n'allez pas accentuer du détail sur une vignette, puisque dans les bords ici là sur les côtés, il se peut que voilà, que ça fasse des effets d'artefacts. Vous remarquez ici quelques petites salissures avec un petit peu de grain. En fait, sur mon leak, enfin sur ma tache lumineuse, il y a du grain en fait, de papier déjà. Par contre, il y avait aussi des poussières. Je trouve que bon, les poussières, ça donne vraiment tout de suite un côté vintage, peut-être qui est déjà, c'est un peu too much, c'est un peu beaucoup, ça fait tout de suite Instagram, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai tamponnés en fait, ces traces qui étaient présentes sur l'image d'origine. Et donc du coup, il ne reste que la texture. Donc si je vous montre l'image, ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer, la mettre tout en haut, en mode normal et en mode 100%. Donc voilà, là vous voyez qu'il y avait pas mal de traces qui étaient présentes. Quand ça vient sur des endroits et que c'est trop visible, ben en fait, vous prenez tout bêtement le tampon, vous mettez en mode calque actif, et puis voilà, vous nettoyez un tout petit peu. On va zoomer encore un peu plus fort peut-être pour que vous puissiez bien voir, voilà. Et vous les enlevez ces trucs-là. Mais du coup, vous voyez, on garde le grain, on garde les effets de lumière, les effets de couleur, qui sont du coup intéressants puisque ça permet derrière de sculpter du noir et blanc, et ça vous permet voilà, de créer de la matière, mieux que de rajouter du grain, parce que le grain de Camera Raw, il est cool, mais il est quand même très... Voilà, il est un peu... il est chiant, quoi, en gros, hein, voilà, c'est pas très passionnant. Ça peut être bien d'aller chercher des papiers, d'aller chercher de scanner des trucs... alors soit vous les prenez sur le net, soit vous les faites vous-même. Si vous avez un scanner, vous prenez du papier. J'ai pas de feuille de papier sous la main, j'ai que mon bloc-notes, mais voilà, vous prenez. J'ai qu'une enveloppe, donc c'est un peu con de vous montrer ça, mais tous les papiers, en fait, quand vous les scannez, ils ont une texture forcément, quoi. Donc ça peut valoir le coup d'aller dans des papeteries ou des trucs comme ça, ou de vous faire prêter des échantillons, de vous faire donner des échantillons, et puis vous scannez les papiers. Et ensuite, vous mettez ça en mode superposition et ça vous donne la texture du papier, tout simplement. Bon, là, j'ai fait un peu mon feignasse. J'ai trouvé exactement ce que je voulais sur le net, donc ma foi, pourquoi pas. Et du coup, ça donne cette photo au final avec ben voilà, un léger côté rétro. Il y a un petit côté jazzy aussi, je trouve, dans cette image. C'est pas ma photo préférée ever. Je dis pas que c'est la photo du siècle non plus. Je suis pas en train de m'envoyer des roses. Juste, je l'aime bien. J'étais passé à côté. Je me suis dit, je pourrais quand même vous en parler parce que bah, elle a quand même certains aspects dans la façon dont elle a été faite qui sont assez intéressants, c'est-à-dire le lieu est pas complètement fou, les conditions étaient pas complètement folles, j'étais même complètement éclaté d'ailleurs, c'était pas non plus une rencontre avec un modèle avec qui j'avais l'habitude de travailler, donc il y avait un tout petit peu on n'était pas hyper à l'aise tous les deux, mais tout ça pour vous dire, au final ça fait quand même une image qui est sympa, donc c'est aussi un moyen de vous dire, si jamais vous pensez que les conditions sont pas complètement folles, ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir une image sympa au final. Il faut pas pour autant se censurer et dire oh là là ça va rien donner, on va pas le faire, ou alors c'est mort d'avance, ça va être pourri ou quoi. Non. Voilà, là en gros il faisait pas très beau, j'étais complètement mort, on se connaissait pas beaucoup, on savait pas ce qu'on allait faire, on n'avait pas beaucoup de temps. Il y avait du monde autour, ça clopait, enfin bon c'était pas génial quoi, mais bon on peut quand même faire de la photo. Il faut juste être un peu de méthode, essayer de se dire, pensez aux fondamentaux. Voilà, par exemple, si vous improvisez une séance photo, allez chercher et que vous n'avez pas d'éclairage additionnel comme ici. Voilà, bah, truc de base pour évidemment les expérimenter. Je vais rien vous apprendre, mais une fenêtre, une grande fenêtre dans un lieu, c'est toujours l'assurance que votre shoot il peut pas être complètement raté. C'est-à-dire que une grande fenêtre, c'est une grande boîte à lumière, c'est un éclairage qui va être doux, et vous pouvez déjà au moins avoir de relativement bonnes conditions pour faire une photo sympa. Si c'est vraiment blafard dehors, bah vous poussez un peu les ISO, vous aurez un peu de bruit, c'est pas grave, mais au moins vous aurez de quoi faire, quoi. Ensuite, pour la direction du modèle, les regards perdus, fuyants, lui demander de regarder à travers la fenêtre et de regarder à travers la rue, de regarder vraiment jusqu'à l'horizon, c'est toujours quelque chose qui va fonctionner parce que bah voilà, il peut y avoir une certaine forme de mélancolie, elle peut être un peu pensive.
enfin il ou elle évidemment, ça marche aussi pour les hommes évidemment. Donc c'est toujours des méthodes ça donne pas une image très originale, mais ça donne une image qui fonctionne. Voilà. Donc si vous avez envie de vous entraîner, si vous avez envie de faire des tests avec des mannequins que vous connaissez pas et que vous n'avez pas le temps forcément de préparer, que c'est juste du test shoot, voilà. Comme c'était le cas ici, c'était une prise de contact, c'était la première fois qu'on shootait. Voilà, ne vous mettez pas la pression à vouloir faire la photo du siècle non plus. Il y a des méthodes qui vous permettent déjà de dégager des choses et de voir au moins ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas, aussi bien pour lui ou pour elle que pour vous. Et ça vous permettra d'avancer ensuite pour éventuellement planifier un autre shoot sur lequel vous serez plus à l'aise, où vous allez peut-être plus maîtriser la technique, vous allez peut-être amener un peu plus de matos, etc. Donc du coup, ça vous permettra de faire un produit un peu plus fini. Mais voilà, sur une image complètement improvisée, dans des conditions qui sont pas folles, on peut faire quelque chose de correct. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis désolé, je vous vends pas du rêve, hein, mais c'est aussi histoire d'être honnête, de vous dire que parfois il faut pas viser non plus, il faut viser la lune tout le temps quelque part, mais à vouloir faire des images juste bien, ça suffit, c'est pas la peine de se prendre et de se mettre trop la pression. Dites-moi ce que vous en pensez, vous avez encore une fois le droit complètement de me dire que c'est pas réussi, que vous auriez fait autrement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas évidemment à me les mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions sur l'aspect technique, retouche, prise de vue, j'ai essayé de vous donner les conditions, mais évidemment c'est peut-être pas facile pour vous de vous y projeter. Euh, mais bon, posez les questions, j'essaie d'y répondre. Je reçois beaucoup en ce moment, je reçois un peu partout en plus, donc sur Facebook, ma page officielle, sur tuto.com, sur YouTube. Sur tuto.com, n'oubliez pas, si vous voulez vous former sur ma formation complète à Photoshop, c'est la formation la plus vendue de la plateforme. Donc merci à tous les fidèles, je crois qu'il y a plus de 1000 personnes, c'est un truc de dingue, voilà, 1027 personnes qui se sont formées avec moi, plus de 20 heures de formation sur Photoshop CC jusqu'à 2019, donc toutes les dernières versions évidemment. Et évidemment, il y a Camera Raw dans le tas, donc vous apprendrez à préparer vos fichiers bruts pour les amener ensuite dans la retouche dans Photoshop, comme je l'ai fait ici. Je vous prépare d'autres vidéos dans cette playlist, en tout cas dans le thème dans les coulisses. J'espère que vous y trouverez de quoi apprendre de nouvelles techniques et de quoi découvrir de nouvelles choses intéressantes pour vos photos. Je vous retrouve bientôt. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.